Et salut à tous mes poneys, ici Netherrealm et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo de la fonderie et pas des moindres, puisque je vais vous donner quelques astuces pour faire de l'horreur à votre table, mais surtout un type d'horreur en particulier, ce que j'appelle l'horreur psychologique. Du coup, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège, car on est parti pour une nouvelle fonderie du MJ. Lorsque nous pensons à une aventure typique de Donjons & Dragons, ce qui nous vient à l'esprit sont des scènes de puissance, de magie, de fantaisie, et bien évidemment des dragons. Mais certains dangers ne viennent pas de créatures que l'on peut tuer dans ce genre de jeu. Avec la sortie du Von Richten Guide to Ravenloft, discutons des moyens d'attaquer l'esprit de vos personnages joueurs en utilisant l'horreur psychologique développée dans ce supplément. Tout d'abord, parlez à vos joueurs. Une session 0 est conçue pour que tous les joueurs s'assoient les uns avec les autres pour discuter de ce qu'ils aimeraient et n'aimeraient pas vivre dans l'aventure à venir, et lorsqu'il s'agit d'horreur, il est important de fixer des limites à la narration. Un joueur peut être mal à l'aise avec l'horreur corporelle, ce qu'on appelle le body horror, mais apprécier l'horreur populaire qui explore les thèmes tels que la paranoïa et la superstition. En sachant cela, vous pouvez façonner une aventure qui terrifiera et fera vibrer vos joueurs. Ceci dit, comment introduire concrètement à l'horreur psychologique dans votre jeu? Mon premier geste, moi en tant que MJ, pour introduire à l'idée d'horreur psychologique, c'est d'emmener mes joueurs et mes personnages dans ce que j'appelle un cauchemar. Dans le domaine de l'horreur psychologique, l'une des façons d'effrayer vos joueurs est de faire perdre confiance dans le fait que les personnages vivent dans la réalité, ou tout simplement dans quelque chose d'alternatif. Par exemple, lorsque vos personnages se reposent longuement, vous pouvez les raconter en train de se réveiller dans le même endroit que celui où ils se sont endormis, mais en donnant des indices que quelque chose ne va pas. Cela peut être subtil ou tout simplement flagrant, à la manière par exemple de l'introduction de Ravenloft. C'est comme vous préférez. Par exemple, ils peuvent quitter leur chambre dans une taverne et se retrouver en fait dans un couloir sans fin. Ils apprendront rapidement que chaque porte en fait ouvre sur un souvenir terrifiant du passé d'un des personnages du groupe. Encouragez le jeu de rôle en demandant à chacun des joueurs de raconter ce dont leurs personnages sont témoins et comment ils réagissent. D'ailleurs, tant qu'on est dans cet aspect-là, dans cette bulle de l'irréel et du cauchemar, voici quelques moyens de stresser vos personnages joueurs piégés dans ce fameux cauchemar. Premièrement, prenez des objets ordinaires et ajoutez-y une touche particulière comme par exemple des peintures. J'adore cet aspect-là, prendre des peintures qui bougent subtilement toutes seules, des poupées qui bougent ou qui parlent dans l'obscurité, qui se déplacent, des humanoïdes qui agissent normalement avec des blessures mortelles et ouvertes et purulentes sur eux. Deuxième chose que j'adore faire, c'est transformer des objets normalement appréciés en quelque chose de sinistre, comme par exemple des bébés énormes aux appétits insatiables, des vents murmurants qui noient l'esprit dans le doute et dans les peurs. Et troisièmement, j'adore créer des dangers bien au-delà de leur capacité pour les terroriser, comme par exemple des pièces qui se remplissent d'un liquide noir et visqueux, une horde d'ombres qui se fraye un chemin parmi les pièces, une force invisible qui écrase tout ce qu'elle touche et qui suit sans cesse les personnages dans leur avancée. La deuxième chose que je pose en fait quand je veux faire de l'horreur psychologique, c'est que je me pose en fait la question de comment vont-ils s'échapper du cauchemar. C'est bien de les amener dedans, de faire tout ce que vous avez envie de faire, mais comment peuvent-ils parvenir à s'en sortir? Chez moi en fait, pendant qu'ils sont dans le cauchemar, les personnages joueurs ne doivent pas être autorisés à en sortir sans interagir, et je dis bien explicitement qu'il faut interagir avec l'environnement. Et pour y parvenir, vous devez leur donner des indices sur la façon de s'échapper. Peut-être qu'un PNJ rencontré la veille a-t-il répété une phrase particulière qui décrit en fait une pièce que les personnages joueurs doivent trouver pour découvrir une sortie, et du coup, plus les personnages joueurs mettent du temps à s'échapper, plus leur situation doit s'aggraver. Vous devez gérer un peu cette espèce de crescendo. Soyez toutefois ouverts aux solutions alternatives et indiquez clairement qu'il existe une sortie. C'est important. Si les joueurs découvrent que vous les avez lancés dans un scénario ingagnable, leur motivation à s'échapper pourrait tout simplement s'effondrer. Personnellement, moi, j'adore placer des issues de secours absolument contre-intuitives, comme par exemple sauter dans un puits sans fond qui fonce et qui descend dans les ténèbres, ou faire exactement le contraire de ce que les PNJ leur disent de faire depuis le début.
Je trouve en fait que la solution est plus efficace en horreur psychologique si elle est cachée à la vue de tous et qu'elle est la dernière chose à laquelle ils pourraient penser en tant que joueurs. Troisième chose que je fais quand je veux faire de l'horreur psychologique, c'est transformer en fait les PNJ alliés en antagonistes secrets. Et là, on n'est plus dans le cadre du cauchemar, on est plus de l'ordre de la réalité. Vous n'avez pas besoin de jeter vos personnages joueurs dans un cauchemar en fait pour les terroriser. Beaucoup d'œuvres jouent là-dessus, mais la tromperie et la mauvaise orientation peuvent amener vos joueurs en fait à remettre tout en question. Certains éléments et aspects de l'environnement doivent être rébarbatifs, mais attention, pas suffisamment pour que le groupe en fait sorte les armes et commence à se méfier de lui. Je vous donne un exemple que j'ai mis en place dernièrement. J'ai eu un dealer de bonne aventure en fait qui porte des vêtements en lambeaux, qui sent très mauvais, qui est absolument instable, et en fait il annonce qu'il existe une conspiration selon laquelle un culte de change-forme en fait dirige la ville et que le seul moyen de l'arrêter est de détruire une statue bien-aimée d'un dieu bon de la région. Évidemment, en entendant quelque chose de si farfelu, en fait, les aventuriers sont probablement sceptiques, c'est normal, surtout si vous avez un PNJ, et là ça devient beaucoup plus sournois, si vous avez un PNJ de confiance à votre groupe qui minimise en fait les avertissements et qui leur dit « Oh, vous inquiétez pas, c'est un fou, ne vous préoccupez pas de lui, il est comme ça depuis des années ». Si vous aimez ce genre d'interaction et de PNJ là que vous voulez en créer, je vous invite à regarder les vidéos que je vous affiche, en tout cas je vous mets les miniatures au niveau de l'écran, si vous avez envie de créer de tels PNJ. Il faudra un petit peu diguer sur la chaîne YouTube, mais j'ai déjà abordé pas mal de sujets à ce niveau-là, donc n'hésitez pas, scroll down sur la page et allez checker ça de votre côté. Pour en revenir à l'horreur psychologique, au fur et à mesure en fait que l'aventure progresse, je dois donner des indices à mes joueurs que quelque chose ne va pas, des choses légères dans un premier temps et de plus en plus gros au fur et à mesure qu'ils progressent. Un personnage joueur perspicace en fait pourrait remarquer que la statue a changé de position, la fameuse statue que le fou leur a demandé de détruire. Cependant, en partageant cette information avec les autres, ils découvriront en fait que la statue ne semble pas du tout avoir bougé, et du coup le joueur va remettre en question ce qu'il a vu ou tout simplement sa santé. Un autre exemple, c'est le maire de la ville en fait qui est généralement gentil et souvent souriant avec les joueurs, pourrait dire quelque chose de choquant et de violent qui ne lui ressemble pas. Lorsqu'on lui demande de se répéter, le maire peut dire exactement quelque chose de similaire, mais qui est tout à fait raisonnable cette fois-ci. Ne laissez pas à vos personnages de joueurs des preuves tangibles de leur santé mentale. Si un personnage joueur décide d'être téméraire et de faire une scène, demandez à un garde ou au maire de répondre de manière raisonnable, comme s'ils étaient dans un cadre logique, réel, et qu'il y a juste des petits éléments qui commencent à ne plus coïncider. Ce qui est très important puisque votre objectif est de faire en sorte que les personnages joueurs se sentent déconnectés de la réalité, qu'en fait leur zone de confort, de ce qu'ils savent, soit petit à petit mise à mal pour être complètement esselés, marginalisés dans ce qu'ils pensaient être leur zone de confort. Ce conflit constant entre confort et inconfort va lentement miner la sécurité du groupe jusqu'à ce qu'il accepte d'être en fait une mouche prise dans la toile d'une araignée mortelle qui, par exemple, n'a pas encore frappé. Et pour ce faire, j'ai quelques moyens d'amener mes personnages joueurs à remettre en question la réalité. Premièrement, pour y arriver, eh bien, je remplis la taverne ou la ville dans laquelle ils sont d'ennemis prétendant être des alliés qui surveillent toujours en fait les héros. Cela prive en fait le groupe du seul refuge traditionnel dont il dispose, introduisant un sentiment de vulnérabilité. Deuxièmement, faites des personnages neutres ou carrément mauvais les véritables alliés dans la situation qu'ils vont vivre. Par exemple, quelque chose que j'ai déjà fait, c'est utiliser en fait un nécromancien qui pourrait essayer en fait d'aider le groupe d'une manière abrasive et violente, mais se faire rejeter dans un premier temps à cause de sa réputation peu recommandable. Au moment où le groupe a besoin d'aide, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le nécromancien peut revenir comme un allié potentiel. Troisième chose que j'aime bien faire, c'est faire des PNJ les plus modestes ou charismatiques les véritables menaces. La jeune fille, par exemple, qui implore de l'aide au début de l'aventure, pourrait en fait être un vampire qui tente d'attirer ses victimes dans un endroit sombre où elles pourraient se nourrir d'elles. Mais attention, on n'est pas dans un Cthulhu, il est important de laisser la possibilité aux joueurs de découvrir les menaces. On est sur de l'horreur psychologique, pas sur de l'horreur cosmique. Très important à tenir à l'œil. Les personnages joueurs devront faire preuve de stratégie pour découvrir et arrêter les ennemis qui se cachent au grand jour, de peur en fait que tout le reste de la communauté ne se soulève contre eux et finissent par être eux-mêmes les marginalisés. Et cela implique peut-être de faire des actions qui est contre ce qui est bien de faire, comme par exemple infiltrer la garde qui
enlève secrètement des victimes pour les sacrifices ou de fouiller la propriété du maire de la ville pour trouver des indices qui relèvent en fait qu'il fait partie de ce culte de change-forme qui tente en fait de prendre possession des villes aux alentours. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille ce petit livre qui s'appelle Silent Hill, le moteur de la terreur, écrit par Bernard Perron. Il reprend une belle quantité de conseils pour terroriser vos joueurs, que ce soit de la gestion de la carte ou tout simplement à la gestion de PNJ. Mais attention, il faut garder une autre possibilité à l'œil aussi. Vos personnages joueurs peuvent choisir de s'enfuir tout simplement de la région s'ils sont dans un cadre réalité et non pas dans un cadre cauchemar, décidant en fait que le mal a creusé ses racines trop profondément pour qu'il puisse y être d'une quelconque utilité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut réfléchir aux ramifications de ce choix. Par exemple, le culte pourrait réussir à invoquer un démon, ou les doubles, les sosies, les change-formes pourraient étendre leur influence à d'autres villages et finalement gagner. Ce qu'il est important pour vous en fait de garder à l'œil également si vous voulez faire de l'horreur psychologique, c'est de déterminer comment est-ce que les joueurs vont gagner en folie dans un premier temps, comment est-ce que ça va impacter leur personnage et surtout comment est-ce qu'ils peuvent guérir ou en tout cas tenter de guérir et de se sentir plus à l'aise dans l'univers qui petit à petit se resserre autour d'eux alors qu'une menace indicible se développe contre eux. Avec ces quelques petits éléments et conseils, allez-y, faites-vous plaisir et terrorisez vos personnages. Les joueurs seront ravis de voir comment leurs personnages vont réagir à des aventures sur le thème de l'horreur psychologique. Le fait de ne pas pouvoir se contenter de lancer des boules de feu pour régler les problèmes peut les amener à travailler ensemble pour trouver des solutions bien plus complexes qu'il n'y paraît à premier abord. Petite note quand même supplémentaire, l'horreur n'est pas forcément synonyme de gore. Il est possible d'amener ça autrement qu'avec des litres d'hémoglobine. Je viens de vous donner plein d'idées pour aller explorer ça de votre côté, sans spécialement tomber dans le défaut de vouloir absolument rendre tout sanguinolent à tout prix. L'avantage, en fait, de l'horreur psychologique, c'est qu'elle doit créer une tension durable et de temps en temps faire réfléchir vos joueurs. Vous devez les oppresser, vous devez leur mettre de la pression en fait sur l'impact que les choses peuvent avoir tout autour d'eux, alors que petit à petit en fait, l'étau se resserre autour de leur gorge. Mais encore une fois, lorsque vous explorez l'horreur psychologique à votre table, il est important que vos joueurs se sentent à l'aise avec les thèmes que vous allez explorer. Faites le point avec vos joueurs à l'occasion, et soyez prêts à sauter des descriptions macabres que vous avez peut-être écrites, ou à modifier des idées que vous aviez eues à l'époque, afin de maximiser le plaisir à votre table, car, au final, c'est le plus important. Et voilà, c'était Nighterion, j'ai un peu parlé de ma méthode ou des éléments que moi je mettais en place quand je voulais faire de l'horreur psychologique. Avant de couper la vidéo, pensez à bien poser le clap à la vidéo comme indiqué ici, c'est très important pour nous soutenir sur les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre présence et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui des quelques éléments que je mettais en place moi pour y parvenir. Moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.